C'est parti. Bon, écoutez, bonjour à tous, merci de votre présence. Merci à Nicolas Vatillon, vice-président de l'IPI, d'être présent avec nous pour cet atelier de réflexion du groupe de travail L'Agent immobilier responsable. L'objectif de cet atelier aujourd'hui était que Nicolas nous fasse partager l'expérience de nos amis belges dans la mise en œuvre de l'IPI. Donc Nicolas va nous présenter qu'est-ce que c'est que l'IPI, comment ça a été mis en place, à quoi ça sert, et est-ce que nous, ici en France, il y a des choses dont on pourrait s'inspirer de cette organisation. Je vais donc, avant de donner la parole à Nicolas, demander à chacun de se présenter très rapidement. Je vais donner la parole dans l'ordre de ce que j'ai à l'écran, et je vais donc commencer par Charlotte, si tu veux bien te présenter. Oui, alors moi je suis Charlotte Lafayette, je suis gérante de l'agence Sally Estève à Nice, ça fait 13 ans que je fais de l'immobilier et je suis aussi secrétaire générale au sein du MLS. Et pour mes attentes, je voudrais vraiment savoir comment ça se passe chez vous, si on peut vraiment s'en inspirer et apporter des choses ici et faire progresser notre profession. Merci Charlotte. Laurent Pissigné, s'il te plaît. Oui, bonjour, Laurent Tissigné, responsable de gestion immobilière Tissigné, une petite boîte familiale depuis 30 ans, spécialisé dans la gestion locative, un peu de syndic, un peu de transaction, très ouvert sur l'extérieur et ce qu'on peut améliorer dans notre boutique, donc très friand de ce que va nous dire Nicolas. Merci. Pascal. Bonjour, Pascal Platré. Alors, je suis déléguée générale du MLS Côte d'Azur, donc permanente à l'association depuis 2017. Après avoir fait de la transaction en tant que directrice d'agence depuis 1983. Et puis aujourd'hui, ce que j'attends de ce débat d'aujourd'hui et puis dans tous les cas de la suite, c'est comment on peut faire évoluer notre profession, bien sûr, avec ce dont on s'est inspiré, entre autres en Belgique, et puis ce qu'on avait déjà vu auparavant il y a quelques années au Québec. Merci Pascal. Jean-Marc, à toi. Oui, bonjour, Jean-Marc Weil, chez Mosquare. Mosquare, on fournit des outils de technologie pour la profession de l'immobilier au Canada et en France, et un peu en Belgique aussi d'ailleurs. On est là parce qu'on connaît bien à la fois le modèle américain, le modèle européen, et que notre volonté est d'aider la profession en fournissant ces outils un peu novateurs, notamment sur le partage collaboratif. Merci Jean-Marc. Stéphane. Oui, bonjour. Donc Stéphane Cusocrea, gérant d'un groupe de 3 agences Orpi sur Nice et vice-président de l'association MLS. Moi, je suis là par curiosité. J'aime bien savoir ce qui se passe et nous inspirer. Voilà, merci beaucoup. Merci. Harald. Oui, bonjour, Harald Stark, l'agence Rivière Acquise. Nous avons 3 agences à Caen, Antibes et Saint-Raphaël. Spécialiste dans la vente des résidences secondaires aux Scandinaves, un secteur qui souffre énormément actuellement. Et je suis là parce que je trouve que le processus de vente en France est un peu sclérosé et je suis très intéressé pour savoir ce qui se passe ailleurs. Merci Harald. Moïse. Bonjour à tous, Moïse Vergeot. J'ai 3 agences Orpi à Nice et à Blozasque. Je suis également président d'Orpi Côte d'Azur pour les agences de Sainte-Maxime à Menton, 80 agences. Et également, j'anime un collectif dans lequel certains d'entre vous sont présents, qui s'appelle les agents immobiliers de la Côte d'Azur depuis maintenant 2-3 ans. Ce que j'attends, c'est de l'échange, de l'émulsion et des idées, parce que je pense vraiment que nos métiers sont à un grand carrefour et qu'il va falloir… je ne suis pas du tout un garçon pessimiste, je pense qu'on a de beaux jours devant nous, mais qu'il faut malgré tout réfléchir, réinventer et revoir la copie, et notamment concernant la manière dont nous recrutons et nous avons nos collaborateurs dans nos agences. Je pense qu'il y a un gros chantier sur le sujet des collaborateurs, du recrutement à la formation, en passant par beaucoup d'autres choses. Voilà. Merci Moïse. Thomas. Bonjour à toutes et tous. Moi, j'ai une agence de gestion et de transactions. Je fais partie du réseau ERA Immobilier. Je suis, à l'instar de Moïse, le président de l'association de toutes les agences sur 06 et 83 aussi. Je suis membre de pas mal de réseaux, étant, comme Stéphane, très curieux et plutôt très à l'écoute de ce qui se passe.
Ça ne fait que 4 ans que je fais de l'immobilier et donc je viens d'autres secteurs. Tout ce qui est distributif ou autre m'intéresse. Je pense que c'est une profession qui évolue et qui doit évoluer encore. Et tout ce qui est effectivement professionnalisation m'intéresse forcément. Voilà. Merci. Gilles? Oui, je suis Longchamp, donc je suis franchisé Century 21. Et je m'occupe avec Fabrice de la commission discipline du MLS 06 depuis quelques années. Et ce qui m'intéresse plus particulièrement dans la discussion d'aujourd'hui, c'est la partie régulation de ce que vous avez pu mettre en place en Belgique. Voilà. Merci. Fabrice? Bonjour, Fabrice Germain. Je suis, à l'instar de Gilles, son, entre guillemets, l'alter ego dans la commission de discipline. Depuis 35 ans dans l'immobilier. Donc, des nouveautés, j'en ai vu quelques-unes, mais c'est vrai que il y a tellement de choses à faire, surtout après la crise que nous sommes en train de passer. Je pense qu'il y a que du positif à voir ce que c'est à l'étranger, ce qui se fait à l'étranger et ce qui peut être adapté chez nous. Voilà. Merci Fabrice. Alors j'ai iPhone, je ne sais pas qui est iPhone parce que je n'ai pas la vidéo. C'est moi, je suis désolée. Ah, c'est Marie-Christine. Okay. Oui, c'est Marie-Christine. Désolée, mais j'ai des problèmes de connexion chez moi et sur mon ordi, je ne vous entends pas, donc désolée. Je ne sais pas si vous me voyez non, pas? Non, je ne vois pas, mais c'est pas grave. Je vais essayer de faire en sorte. Je vais essayer de régler ça. J'étais en formation, donc j'ai un peu de retard, pardonnez-moi. Marie-Christine Olivero, je suis gérante d'une agence immobilière qui se trouve à Vence, qui s'appelle la Canopée Immobilier. J'ai créé cette agence il y a 15 ans et ça fait maintenant presque 30 ans que je fais de l'immobilier. Et je m'occupe aussi des conciliations avec nos amis Gilles et Fabrice au niveau du MLS. Et voilà, très à l'écoute de ce qui va se passer sur le après et puis le devenir de notre profession ainsi que le devenir des agents commerciaux. Et surtout aussi la multiplication de toutes ces agences que l'on voit s'ouvrir et se fermer, de tous ces réseaux de mandataires libres qui n'ont pas de connaissances dans notre métier, ni au niveau juridique, ni au niveau immobilier. Et je suis très en attente de tout ça, de voir ce qui va advenir de toutes ces personnes-là. Voilà. Parfait, merci. Il y a Renaud Albera qui est en train d'arriver. Renaud, si tu nous entends, c'est à toi. Tu arrives, il est en train de se connecter. Oui. Tu nous entends, Renaud? Ah ouais, ça y est. Bonjour. Voilà, si tu veux très rapidement te présenter, Renaud. Oui, alors je suis le président donc, de l'UNIS Côte d'Azur depuis le mois de septembre, également de la commission innovation au syndicat de l'immobilier UNIS. Et j'ai un cabinet qui fait les différentes activités sur Nice, syndic, gestion locative, transaction, location saisonnière. Merci beaucoup Renaud. On n'a pas ta caméra, mais on t'a fort bien entendu, fort et clair. Merci à tous donc, de cette rapide présentation. Donc, comme tu vois Nicolas, un auditoire très, très divers à la fois en termes de typologie d'entreprise, de typologie en termes d'expérience, en termes d'engagement professionnel. Ce sont tous les professionnels qui sont là, des gens engagés de manière générale. Et on est tous, effectivement, je le confirme également, très à l'écoute de savoir comment ça se passe ailleurs, parce qu'on est à peu près convaincu qu'il va falloir qu'on apprenne à faire des choses différemment ici en France. Il y a des enjeux pour nous au niveau du MLS de transformation. Et puis, on a ce groupe de réflexion et de travail aujourd'hui sur lequel on aimerait bien essayer de faire infuser des nouvelles idées auprès de l'ensemble des acteurs de la profession. Et comme tu vois, là, il y a autour de la table virtuelle des gens qui sont potentiellement influents et qui peuvent apporter un avis, un regard important. Et c'est donc la raison pour laquelle il me semblait intéressant que tu nous fasses participer ton expérience de l'IPI en Belgique. Donc, je vais te laisser te présenter si tu le veux bien. Et puis, peut-être la première question que j'aimerais qu'on aborde, c'est comment est né l'IPI finalement? Quel était le contexte au moment où ça s'est mis en place en Belgique? Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu la volonté, le besoin, les conditions qui ont fait
qu'il y a une organisation telle que celle-là qui s'est mise en place. D'accord. Mais merci Jean-Laurent de m'avoir invité et merci à tous d'être là. C'est vrai que c'est toujours très enrichissant de pouvoir échanger nos expériences tous azimuts et surtout de manière internationale. On a tous à apprendre l'un de l'autre. Alors c'est vrai que la Belgique, par rapport à la profession, ben moi, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis actif. Je suis courtier, donc intermédiaire en immobilier. Je suis également régisseur ou gestionnaire immobilier sur Namur, au sud de Bruxelles. Et très vite, je me suis intéressé un peu au groupement fédération. J'étais moi-même à l'initiative d'un regroupement de plusieurs petites fédérations du côté francophone du pays pour créer une seule grosse fédération francophone couvrant la région de Bruxelles et de la Wallonie, le sud de la Belgique, la partie francophone, tout en gardant également une plateforme de connexion avec nos amis flamands, parce qu'on a un pays compliqué qui est à la fois fédéral, donc avec un niveau supérieur, et puis avec des régions, avec des ministres régionaux, etc. Donc, avec des législations malheureusement de plus en plus spécifiques par région. Donc, on se doit d'être actif à différents niveaux. Donc ça, c'est pour l'aspect expérience fédération. Et puis, j'ai été amené à élu à l'Institut professionnel des agents immobiliers pour remplir un rôle qui est un rôle de vice-président au sein du bureau de l'IPI. Ça, je vais vous expliquer peut-être un petit peu comment les choses se sont organisées. Donc, il faut savoir qu'en Belgique, en fait, il n'existait pas d'institut d'ordre avant 1993. Je dirais, après-guerre, des fédérations professionnelles se sont mises en place. Et le métier d'agent immobilier n'était pas reconnu en tant que tel, il n'y avait pas de protection du titre. Et donc, n'importe qui pouvait se revendiquer agent immobilier et faire des opérations immobilières. Et puis, au fil du temps, je crois que c'est à la fois inquiétude par rapport à des actions ou des pratiques malveillantes par rapport aux consommateurs. Le législateur a désiré changer les choses, a essayé de réglementer au départ. Et puis, les deux fédérations principales qui étaient à l'époque la CIB et l'IPI se sont joints au mouvement en décidant de structurer finalement la profession, d'une part en demandant la protection du titre d'agent immobilier et dans le corollaire la volonté de créer un ordre qu'on appelle chez nous l'Institut, donc c'est l'Institut des agents immobiliers, chargé finalement d'autoréguler la profession. Donc c'est en 1993 que le titre, un arrêté royal est venu protéger le titre d'agent immobilier qui englobe en réalité trois métiers: le métier d'intermédiaire, de courtier, le métier de syndic d'immeuble et le métier de régisseur. Donc, depuis 1993, le titre était protégé et dans la foulée, l'Institut, l'organe, a été mis en place et physiquement opérationnel en 1995. À partir de ce moment-là, se sont mis en place toute une série de réglementations. Alors, il y a eu toute une série de réformes, mais la première chose, évidemment, c'était de mettre en place une déontologie obligatoire, puisque le rôle premier de l'Institut, c'est de faire respecter la déontologie des agents immobiliers, qu'ils soient intermédiaires, syndics ou régisseurs. Cette déontologie a évolué au fil du temps et est de plus en plus précise. Et donc l'Institut s'est mis en place avec différents services et organes. Alors en fait, l'Institut a trois missions essentielles légales. C'est d'une part d'organiser et contrôler l'accès à la profession. Là, je vais vous expliquer quelles sont les conditions pour accéder à la profession en Belgique. L'autre volet, c'est contrôler le respect de la déontologie.
Et là, je vous expliquerai un peu ce qui est mis en place aussi pour faire ce contrôle. Et la troisième chose, c'est de poursuivre les personnes qui exercent le métier de manière illégale. Et là, je vous expliquerai aussi ce qu'on a comme outil pour le faire. Donc, le premier point, c'est l'organisation de l'accès à la profession. Il faut savoir que pour être agent immobilier en Belgique, il y a vraiment tout un parcours obligatoire. Alors, ça passe d'abord par une obligation de formation qui est, de manière générale, un bachelier, quelle que soit la profession, mais un niveau bachelier, c'est-à-dire 3 ans d'études supérieures. La personne qui a un bachelier peut accéder alors à une demande de stage, puisque tout agent immobilier, pour devenir agent immobilier, en plus d'une formation, doit passer par un stage obligatoire. Excuse-moi, je t'interromps. Quand tu dis bachelier, c'est un bachelor spécifique ou c'est n'importe quel bachelor? Bachelor, oui. Alors, on est en Europe avec des débats européens. Nous étions plutôt pour évidemment limiter à des bacheliers qui touchent à notre profession, mais l'Europe a refusé de limiter la typologie de formation, et donc c'est tout bachelier. N'importe quel bachelier. Et c'est pour ça qu'on a le garde-fou supplémentaire qui est le stage obligatoire. Ce stage, pour s'inscrire comme stagiaire, il faut d'abord passer un test à l'Institut, qui est un test de connaissances. Donc, on a mis en place un référentiel de base, un tronc commun de connaissances pour tous les agents immobiliers. Et ce test est un test d'orientation, puisque comme on a des personnes qui viennent d'horizons très différents, ce test permet de dire aux gens qui rentrent et qui vont démarrer leur stage, de dire, mais voilà où vous en êtes, et voilà ce que vous devriez connaître in fine au bout de votre stage. Le stage a une durée de 1500 heures et qui doit s'organiser sur minimum 1 an. Au bout du stage, d'abord, il y a, alors on a mis en place depuis 1 an et demi un stage maintenant tout à fait digitalisé qui nous permet, nous, Institut, de contrôler le suivi des stages avec un agenda en ligne, avec des pièces qui doivent être ajoutées en ligne pour vérifier l'efficacité ou la tenue du stage. Et à la fin du stage, il y a une évaluation du stage qui est faite par alors nos tribunaux internes. Il y a ce qu'on appelle des chambres qui valident ou non le stage. Une fois que le stage est validé, on passe alors à la dernière étape qui est l'examen. Alors, il y a un examen écrit, on appelle test d'aptitude, et examen oral. L'examen oral, la dernière étape, et ne peut être passé que si l'examen écrit est réussi. Et il faut un taux de réussite de 60% minimum. D'accord. Le contenu pédagogique de cet examen est déterminé par l'IPI. Alors, il est déterminé par l'IPI, mais en fait, on l'a fait en collaboration avec les hautes écoles et avec des centres de formation immobiliers, de façon à valider vraiment un tronc commun qui est aussi en rapport avec les études d'agents immobiliers qui sont aussi données un peu partout dans le pays. D'accord. Ça va? Donc ça, c'est en gros, donc une fois qu'on a réussi ces examens, eh bien, on est alors, on reçoit le titre d'agent immobilier et on peut exercer le métier. Alors, j'ai une question de Renaud qui est effectivement tout à fait pertinente. Là, quand tu parles d'agent immobilier, on est bien d'accord que c'est l'agent immobilier, qu'il soit patron d'agence ou collaborateur, peu importe. Oui, en effet. On ne fait pas de distinction comme au Québec où là, ils ont des titres spécifiques pour directeur d'agence ou pour des simples courtiers commerciaux, j'ai envie de dire. Chez nous, on s'adresse à un agent immobilier, personne physique, quelle que soit après sa destinée. Au Québec, juste une précision, au Québec, ils passent tous leur diplôme de courtier
Et après, ils ont une qualification complémentaire pour être directeur d'agence. C'est un deuxième, entre guillemets, diplôme. C'est ça. Tout à fait, Jean-Marc, tu fais bien de le dire. Alors, chez nous, il y a un stage de base qui est pour un métier spécifique. Donc, soit on fait un stage pour devenir intermédiaire courtier, soit on fait un stage pour devenir syndic. C'est les deux troncs, les deux colonnes qu'on appelle chez nous. Et si on veut faire l'autre métier, on doit faire un stage complémentaire de 750 heures. C'est la moitié du stage obligatoire pour le premier métier. Je fais juste une parenthèse pour mettre en perspective les 1500 heures de formation obligatoire pour être agent immobilier en Belgique aux 14 heures par an obligatoires pour les agents immobiliers français. Voilà. Alors, dans le parcours du stagiaire, il y a notamment dans les obligations du stagiaire aussi de suivre des cours et notamment des cours e-learning qui sont mis en ligne par l'Institut pour les stagiaires. Ce qui permet aussi de vérifier un certain niveau de connaissance ou en tout cas d'assurer aux stagiaires un niveau de connaissance, et ce sont des e-learning qui sont sanctionnés par des questionnaires à la fin, et il faut un taux de réussite pour valider les connaissances faites par le stagiaire. Et ça fait partie des conditions de validité du stage. Donc le stagiaire qui arrive en fin de stage et qui n'a pas réalisé tous ses e-learning ou toutes ses formations, le stage ne sera pas validé tant que ces formations ne seront pas réalisées. Donc ça, c'est important à signaler. Donc ça, c'est tout ce qui est accès à la profession. Ensuite, on a tout ce qui est déontologie, respect de la déontologie. Donc, comme je vous le disais, on a un service spécifique à l'Institut et on est organisé de la manière suivante, c'est que, en fait, toutes les plaintes qui arrivent à l'Institut à l'égard d'un agent immobilier arrive dans un service et qui est dirigé par des assesseurs juridiques. En fait, ce sont des avocats indépendants qui vont analyser les plaintes qui arrivent à l'Institut et qui vont vraiment servir de juges d'instruction, qui ont tout pouvoir et qui vont analyser la plainte et l'instruire le cas échéant si la plainte est jugée suffisamment grave pour être menée devant nos tribunaux, qui sont les chambres exécutives et puis chambres d'appel. Il y a deux niveaux juridiques. Est-ce que tu parles des plaintes qui sont déposées uniquement par des clients particuliers ou ça peut être des clients ou des confrères? Alors, ça peut être toute personne physique, ça peut être un confrère, ça peut être un particulier, un professionnel, un notaire, n'importe qui. Une précision, évidemment, une plainte doit être faite obligatoirement par écrit et suffisamment relevée, c'est-à-dire avec pièces éventuellement de preuves à l'appui. De toute façon, s'il n'y a pas assez d'éléments, l'assesseur juridique fera toutes les demandes aux parties pour étayer la plainte et la demande. Donc, voilà. Et les chambres, après, si la plainte est jugée suffisamment grave, bien alors le dossier est instruit devant la chambre exécutive. Alors, les chambres sont vraiment des tribunaux internes à l'Institut. Ils sont présidés par un magistrat professionnel et qui est accompagné de 2 ou 3 professionnels de l'immobilier, soit syndic, soit courtier ou intermédiaire, selon la matière ou selon l'agent immobilier qui est objet de la cause. Une petite précision, si tu permets, sur le statut du courtier, d'une manière générale, en Belgique, vous avez quoi? Ce sont des salariés, des travailleurs indépendants dans les agences? Oui, chez nous, c'est obligatoirement un indépendant. Celui qui est courtier, syndic ou régisseur, il est obligatoirement indépendant. Alors, on travaille évidemment avec des employés, mais les employés sont sous la responsabilité de l'agent immobilier.
D'accord. Mais ne portent pas le titre d'agent immobilier. J'ai une question de Moïse sur la résiliation éventuelle de la carte d'agent immobilier, mais je pense que tu vas y répondre sur la partie régulation. Oui. Donc là, au niveau des chambres, elles ont, en fonction de la gravité, elles peuvent prendre des décisions diverses, soit c'est un acquittement, soit en fonction de la gravité, on a 4 niveaux de sanctions qui va du simple avis à l'avertissement, à la suspension. Alors suspension, ça dit bien ce que ça veut dire, ça veut dire qu'on suspend, on interdit à l'agent immobilier de travailler pendant une durée donnée. Ça va de 1 jour à 2 ans maximum. Et la dernière sanction, la plus grave, c'est la radiation, c'est-à-dire l'interdiction pure et simple d'exercer le métier. Donc ça, c'est les décisions. On peut aussi avoir des décisions qui sont assorties de sursis ou des décisions qui sont assorties de formation obligatoire sur des matières dans lesquelles, en général, l'agent immobilier a commis des fautes ou a manqué de respect de sa déontologie. Donc ça, c'est l'organisation générale. Et alors, on a un niveau d'appel, on a une chambre à l'appel, donc il peut revoir le dossier le cas échéant si le plaignant s'estime injustement condamné. Donc ça, c'est au niveau de la déontologie. On est bien d'accord. On a le 3. Oui. On est bien d'accord que les sanctions sont intuitu personnelles. C'est l'agent qui est sanctionné, ce n'est pas l'agence. Bien sûr. C'est toujours personne physique. Hein. Donc nous, on ne s'adresse qu'aux personnes physiques, aux agents immobiliers, personnes physiques et pas aux agences. D'accord. Maintenant, ça peut évidemment, la condamnation d'un agent immobilier peut avoir des impacts évidemment lourds sur certains bureaux. Hein, ça, il ne faut pas se nier. On a aussi depuis 2 ans une procédure qui peut être qui est très lourde, mais qui permet d'être un garde-fou. Je pense au syndic immobilier quand on a des cas de détournement de fonds, etc. Où là, l'assesseur juridique qui tombe sur un dossier qui juge suffisamment grave au regard des pièces qui lui sont communiquées d'entrée de jeu, il peut décider en extrême urgence d'écarter l'agent immobilier directement, de le mettre à l'écart, le suspendre pendant 3 mois, le temps d'être jugé par les chambres, et puis peut aller jusqu'à demander au juge de désigner un administrateur de biens pour reprendre éventuellement la gestion du bureau, voire désigner un syndic provisoire qui va reprendre alors le bureau. Donc ça, c'est des procédures très spécifiques, mais qui sont des garde-fous dans des cas extrêmes. Pour bien comprendre, parce que j'ai une question sur la responsabilité du dirigeant, on est bien d'accord que dans le fonctionnement d'une agence immobilière en Belgique, il n'y a pas une responsabilité différente du patron d'agence et du collaborateur. Ils sont tous les deux agents immobiliers, ils sont tous les deux responsables vis-à-vis de la clientèle et vis-à-vis de leurs actes immobiliers. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, il n'y a pas de hiérarchique dans la responsabilité. Non. Maintenant, après, ça sera au cas par cas, hein, mais donc il n'y a pas de hiérarchie au niveau de la responsabilité. Non. Ça va? Et donc ça, c'est… Oui. Donc, d'une manière générale, la relation entre le patron d'agence et le collaborateur, c'est quoi? C'est un contrat? C'est quel type de relation d'une manière générale? Alors, c'est quand donc on a des agents immobiliers qui travaillent ensemble, c'est souvent des contrats de ce qu'on appelle de louage de service, hein, des contrats de partenariat ou de collaboration entre indépendants. D'accord. C'est des contrats de collaboration entre une enseigne et une personne physique, agent immobilier. Oui, tout à fait. Ça va? Sur les volumes, pour rester sur la partie, je dirais, disciplinaire, quel ordre de grandeur tu peux nous donner sur les combien de cas par an sont traités en chambre? Alors, on a en moyenne plus ou moins 1200 plaintes par an à l'Institut. Maintenant, il y a quand même beaucoup de plaintes qui sont classées sans suite parce que
comme je le disais d'entrée de jeu, l'Institut ne s'occupe que de l'aspect déontologique. Or, souvent, on a des particuliers qui arrivent avec des plaintes qui sont tout à fait d'un autre ressort, et l'Institut n'est pas compétent. Donc, ce n'est pas parce que c'est classé sans suite que nécessairement il n'y a pas de problème, mais en tout cas, il y a une grosse partie, c'est plus ou moins 70% des plaintes qui sont classées sans suite. Et après, sur les plaintes restantes, si je prends les cas les plus lourds, on est quand même plus ou moins à 120 agents immobiliers suspendus par an et 40 agents immobiliers qui sont radiés. Donc, ça vous donne une petite idée de… Un total de l'ordre de combien? Sur un total Aujourd'hui, on est plus ou moins 10 600 agents immobiliers en Belgique. Voilà. Ça va? Très bien, merci. Pour ce qui est du troisième volet, qui est le service dépistage, que j'appelle dépistage, c'est-à-dire la poursuite des personnes qui exercent illégalement. Donc là, on a un service qui est équipé de détectives qui vont sur le terrain, qui vont sur le net, qui vont par tous les moyens détecter éventuellement des pratiques de faux agents immobiliers et vont réellement mener des enquêtes jusqu'à faire des constats par huissier de justice. Et alors, dans un premier temps, on est plutôt dans de la prévention et les personnes qui exercent illégalement, on leur demande de rentrer dans les rangs, soit ils se remettent dans le parcours et ils respectent les règles, soit si les gens ne comprennent pas, on les met en justice, tribunal de commerce ou les tribunaux compétents, ça peut être du pénal aussi. Et là, on a plus ou moins une quarantaine de dossiers par an qui arrivent en justice en général. Donc, ça, c'est un service quand même très efficace aussi et très important. Il faut savoir qu'on a plus ou moins 450 dossiers par an, de dossiers qui sont ouverts par le service. Et ça, ce service, il fonctionne dans le cadre d'un pouvoir de police qui est donné à l'IPI juridiquement. Comment tu parles d'enquête? Oui, d'enquête. Donc, on a vraiment des détectives privés qui sont dans l'Institut, qui sont engagés par l'Institut, mais pour valider, comme ils sont des salariés de l'Institut, ils n'ont pas le même pouvoir qu'un détective indépendant. Et donc, c'est comme ça que, pour vraiment protéger la démarche, les détectives, in fine, font constater les faits par huissier de justice pour valider vraiment le constat. Okay. Mais donc voilà, c'est quand même un service super important et qui ont un pouvoir d'enquête qui est quand même assez élargi. Très bien. Ça va? Voilà dans les grandes lignes les trois missions. Alors par rapport au travail et à l'organisation de l'Institut, donc vous avez les chambres, je vous ai expliqué, vous avez le service dépistage et à côté de ça, vous avez le tronc législatif de l'Institut qui est composé d'un parlement, je vais l'appeler comme ça, c'est le Conseil national qui est composé d'agents immobiliers élus tous les 4 ans et qui prennent des décisions ou font des demandes de réforme de notre code de déontologie, par exemple. C'est le Parlement qui décide aussi si on va en justice par rapport à des constats faits par le service dépistage. Le service dépistage soumet les cas constatés sur le terrain et le Parlement décide, le Conseil national décide d'aller en justice ou pas contre ces personnes. Et au-dessus, on a le bureau qui est composé de 4 membres, dont je fais partie, 2 francophones, 2 néerlandophones, pour avoir une parité linguistique dans notre pays, où le compromis est encore de règles et d'usages au niveau de notre bureau. Et nous, en gros, on est le gouvernement et nous organisons et nous gérons au quotidien l'Institut dans son fonctionnement de tous les jours. Il faut savoir qu'on a quand même plus ou moins 34 personnes à gérer au quotidien, des juristes,
services communication, services stage, services. Donc il y a pas mal de choses à gérer au quotidien. Alors, donc, si je comprends bien, donc la gouvernance de l'IPI est à deux niveaux. Une gouvernance, on va dire, je dirais, par une représentation je dirais, de type parlementaire, par des représentants qui sont élus par les agents immobiliers eux-mêmes, par bassin, je suppose. C'est par région linguistique. Donc, les néerlandophones votent pour des néerlandophones et les francophones votent pour des francophones. D'accord. Et donc, la gouvernance du bureau est nommée par le collège Alors, le bureau est issu du Parlement, en fait. Donc, nous siégeons au Conseil national et nous sommes issus du Conseil national. Donc, on est élus parmi le Conseil national. D'accord. C'est le Conseil national qui élit les membres du bureau. Oui, exactement. Okay. Alors, le statut de l'IPI, c'est un statut particulier puisque, en fait, on est un organe de droit public. Et donc, ça veut dire qu'on est chapeauté aussi par un ministre de tutelle et qu'on est contrôlé en permanence par ce ministre et par un représentant du gouvernement qui assiste à tous les conseils nationaux et qui peut donc intervenir, voire parfois refuser certaines décisions du Conseil national s'il estime que la décision n'est pas opportune. On a un contrôle, notamment au niveau du budget. Donc, chaque année, il faut savoir que c'est le Conseil national qui va proposer un budget de fonctionnement de l'Institut. Ce budget va être soumis à notre ministre de tutelle, qui va faire un examen complet du budget et qui va nous demander des justifications et puis qui, in fine, va prendre la décision de la cotisation qui va être payée par les agents immobiliers pour le fonctionnement de l'Institut. D'accord. Tu parlais tout à l'heure du code de déontologie. Ce code de déontologie, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Comment est-ce qu'il est structuré? Qu'est-ce qu'il détermine plus précisément? Est-ce que c'est jusqu'où ça va dans la régulation des processus ou des missions de l'agent immobilier? Est-ce que c'est un document qui détaille de manière relativement précise ce qu'a le droit de faire ou ce qu'il n'a pas le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire un agent immobilier? C'est quoi le cadre général de ce code de déontologie? Alors, là, je pourrais vous envoyer le code sans problème. Mais le code, en fait, il est basé d'abord sur des principes généraux qui sont applicables pour les trois métiers. Et ces principes généraux sont basés notamment sur le respect de la légalité et donc sur les différentes lois ou règles qui s'imposent à tout agent immobilier. Alors, on a évidemment le code civil, mais on a le droit économique, on a alors un arrêté royal sur des contrats, par exemple, chez nous en Belgique. Donc on doit respecter une certaine forme de nos contrats. C'est la loi anti-blanchiment, c'est la non-discrimination au logement. Enfin, déjà, ces principes de base, il y a pas mal d'éléments qui entrent en ligne de compte. Et puis après, on a des éléments spécifiques par métier où ça va des relations avec le particulier, avec la personne qui confie un dossier. Et là, il y a toute une organisation de ce que l'on doit, comment on gère les informations qui sont communiquées, comment on informe un client, comment on organise l'estimation d'un bien, etc. C'est-à-dire, ça va pas dans le super détail, mais ça va quand même relativement loin. Il y a également tout ce qui a trait à la relation avec des confrères. Et, in fine, il y a aussi tout ce qui concerne le financier, donc la gestion financière de contrat. Ça, c'est de manière générale. Y compris les barèmes d'honoraires ou pas? Non. Ça, c'est quelque chose pour lequel il faut savoir que l'Institut a été condamné début des années 2000 par l'Europe
parce que la Belgique suggérait un barème et c'était jugé contraire à la libre concurrence. Donc depuis 2003, ce barème a été abrogé et il n'y a plus aucune suggestion de barème ou d'honoraires. Ça, c'est totalement interdit. Donc, on ne va pas jusque-là. Mais le code de déontologie, par exemple, impose entre confrères, si on travaille en co-exclusivité, je ne sais pas si vous utilisez les mêmes termes en France, vous travaillez un dossier avec un confrère, vous êtes par exemple obligé d'avoir un écrit qui décrit exactement la façon dont vous allez collaborer et comment vous allez partager les honoraires, comment vous allez transmettre les informations, etc. Donc ça, c'est réglementé. On a eu dernièrement 2 réformes aussi au niveau code de déontologie concernant la formation obligatoire et continue des agents immobiliers. Il faut savoir qu'en Belgique, on doit suivre un minimum de 10 heures de formation par an, par colonne, donc par métier. Celui qui est inscrit dans les 2 colonnes syndic et intermédiaire doit suivre donc 20 heures minimum par an. Et concernant les comptes de tiers, je ne sais pas si vous utilisez le même terme, donc c'est le compte sur lequel transite tout argent qui n'appartient pas à l'agent immobilier. Oui, tout à fait. Il doit transiter par ce compte. Et là, il y a de nouvelles réglementations qui ont été mises en place avec des limites dans le temps d'argent qui peut rester maximum 4 mois. Au bout de 4 mois, doit être allé sur un compte rubriqué, comme on appelle ça. Donc, il y a toute une série de réglementations qui ont été mises en place. Et l'Institut est chargé de réaliser des contrôles sur ce respect. Et là, sur le compte de tiers, par exemple, l'IPI peut à tout moment contrôler un agent immobilier sur ses comptes de tiers, sur la façon dont les montants transitent, avec preuve des contrats à l'appui, etc. Et je crois savoir également que vous avez mis en place une garantie financière unique pour l'ensemble des agents immobiliers. Oui, alors c'est vrai qu'on avait une assurance professionnelle qui existe déjà depuis un certain temps, mais depuis 2016, on a décidé de souscrire une assurance collective RC professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'Institut qui a souscrit une assurance pour les agents immobiliers et qui correspond en tout point au code de déontologie. Et cette assurance couvre toutes les obligations déontologiques de l'agent immobilier jusqu'à la couverture cautionnement des fonds qui transitent par le fameux compte de tiers. C'est vrai que c'est une avancée énorme pour nous parce que ça permet de dire aujourd'hui en Belgique que tout agent immobilier est bien couvert par une assurance professionnelle et donc protection du consommateur. Mais également, nous avons, grâce à cette collectivisation de l'assurance, nous, Institut, nous avons un regard sur les statistiques de sinistres dans l'immobilier. Et donc, on peut mettre le doigt sur les dossiers et les sinistres les plus fréquents. Donc, on peut du coup aussi adapter notre communication vers les agents immobiliers. On peut adapter de la formation. Et on est aussi plus fort vis-à-vis de notre assureur, parce que la bonne nouvelle, c'est que depuis maintenant un peu plus de 3 ans que cette assurance est collective, on a constaté que finalement la sinistralité n'était pas aussi élevée qu'on l'aurait pensé, ce qui nous a permis de renégocier les conditions d'assurance et d'obtenir des services supplémentaires avec un tarif d'assurance moins élevé. Notamment, on a pu imposer aux assureurs de créer une plateforme de déclaration de sinistre et de suivi de sinistre pour les agents immobiliers. On a élargi aussi le nombre d'avocats disponibles pour gérer les sinistres en question. Voilà, donc ça c'était vraiment un gros plus. Et un élément à côté de l'obligation de formation, ce qu'on a mis en place aussi, c'est le contrôle de la formation par l'Institut, mais aussi
validation des formations et des centres de formation par l'Institut. Il veut dire que les formations, pour pouvoir être agréées et donc validées en heures de formation, les centres de formation doivent communiquer à l'Institut les formations et la qualité du centre de formation qui seront alors agréés par l'Institut avant de pouvoir assurer la formation en question. Et vous contrôlez les programmes pédagogiques. Exactement. On contrôle les programmes pédagogiques, tout à fait. D'accord. Je reviens encore un instant, si tu permets, sur le code, sur la déontologie, qui effectivement englobe, dans la façon dont vous l'avez appréhendé, quelque chose de sans doute beaucoup plus vaste que ce qu'on a, nous, à l'esprit en France en matière, quand on parle de déontologie, et notamment en ce qui concerne, je dirais, la partie réglementaire sur les documents juridiques des agents immobiliers. Je pense bien entendu au mandat, je pense au baux, je pense au compromis de vente, aux promesses de vente. Jusqu'où le code déontologie détermine des cadres ou des standards par rapport à ces documents juridiques utilisés quotidiennement par les agents immobiliers. Alors là, l'Institut se limite uniquement au contrat, puisque là, nous avons un arrêté royal qui encadre vraiment la forme des contrats et les missions de courtage en Belgique. Pour tout le reste, les baux, etc., là, c'est plutôt les fédérations qui ont pris leur lait et qui offrent des documents types aux agents immobiliers. Quand tu parles de contrat, on parle de contrat de vente, de ce qu'on appelle, nous, le mandat de vente, c'est ça? Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc là, il y a des éléments structurants qui sont communs à tous les agents immobiliers au travers du code de déontologie de l'IPI. Oui, tout à fait. D'accord. Mais via l'arrêté royal qui organise les mandats. D'accord. Et donc, dans cet aspect-là, quelle est l'interactivité que l'IPI peut avoir avec le législateur belge sur justement le formalisme de ces contrats et leurs évolutions éventuelles? Alors, c'est vrai que c'est bien que tu en parles parce qu'on a eu une expérience il y a 2 ans. Il faut savoir que bon, si l'Institut fait ses contrôles au niveau déontologique, on a également le ministère des Affaires économiques qui va sur le terrain et qui contrôle les agents immobiliers. Et il y a 2 ans, le ministère des Affaires économiques a fait un contrôle justement sur l'utilisation des contrats. Et le ministère est arrivé à la conclusion que trop d'agents immobiliers étaient en infraction et n'utilisaient pas correctement le modèle de contrat conformément à l'arrêté royal. L'IPI est tout de suite intervenu en demandant des explications sur les contrôles et en fournissant un petit peu les chiffres des contrôles. Et on est arrivé à la conclusion qu'en fait, on n'avait pas la même interprétation du texte, d'une part, et on n'était du coup pas tout à fait d'accord sur les chiffres que eux nous communiquaient. Et on a provoqué réunion ministérielle pour en discuter, et à la fin de la réunion, le ministre nous a dit ben bon, puisqu'on n'est pas d'accord sur le texte, ben proposez-nous un texte. Donc, nous avons rédigé nous-mêmes un nouvel arrêté royal qui nous semblait plus adéquat et qui collait à la réalité et qui évitait surtout les incompréhensions entre notre ministre et l'Institut. Ça a fait l'objet de grosses discussions, des réunions sur réunions, pour in fine avoir une administration qui, derrière le ministre, ne suivait pas tout à fait son ministre, n'attendait qu'une chose, c'est de nous mettre des bâtons dans les roues et nous compliquer encore plus les règles. Et nous avons décidé de claquer la porte et de refuser toute évolution de l'arrêté royal, puisqu'on n'était pas entendu. Donc, c'est une anecdote, mais c'est pour dire que voilà, on est là. Un point important de l'IPI dans la décision. Voilà.
parce qu'aujourd'hui, ce projet est au placard. Hein. Il est bloqué. Bon, en plus, on est dans une période un peu délicate aujourd'hui en Belgique, puisqu'on a un gouvernement d'urgence nationale dans le cas du Covid-19, mais on n'a toujours pas de vrai gouvernement. Donc, on va voir dans 3 mois ce qui va advenir, si on retourne aux élections ou pas. Mais donc, ça veut dire qu'aussi, les ministères sont à l'arrêt en matière de nouvelles législations, en tout cas 100 ans. Voilà. D'accord. Alors, juste une petite parenthèse, que j'ai plusieurs questions auxquelles on n'a pas répondu. J'avais Renaud qui demandait, est-ce qu'il y a un modèle pour les contrats de syndic? Alors, de nouveau, l'IPI ne propose pas de modèle particulier, et là, c'est plutôt les fédérations professionnelles qui prennent le relais et proposent des contrats spécifiques. D'accord. Et la relation entre la fédération professionnelle et l'IPI? Alors, les relations, c'est là qu'il est important de comprendre que l'IPI est un organe de droit public. On a des missions très claires, très précises. Et en dehors de ce cadre, sauf si on a un accord de notre ministre de tutelle d'élargir le cadre, on est bloqué. On ne peut pas aller plus loin que nos missions légales. Alors que les fédérations ont un pouvoir beaucoup plus élargi d'aide aux agents immobiliers, d'offres de services, voire de lobbying, même par rapport à certains niveaux de pouvoir. Parce que malgré tout, nous avons en tant qu'ordre un certain devoir de réserve de par cette tutelle, et donc on n'a pas toujours les coups des franges pour éventuellement sortir des lignes, dirons-nous. Alors que les fédérations sont plus là pour provoquer éventuellement de nouvelles... L'adhésion à une fédération n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire du tout, non. Okay. Alors que l'IPI, forcément, tout qui veut exercer le métier doit payer une cotisation, et l'Institut ne fonctionne que par les cotisations. Ça, c'est important de le préciser aussi. D'accord. On revient sur la transaction avec deux questions et qui vont un peu découler l'une de l'autre. Le pourcentage des volumes d'activité entre le particulier à particulier et les professionnels en Belgique, on est dans quel… Alors, les pourcentages, on est plus ou moins à 50-55 contrôlés par les agents immobiliers. Et puis après, on a les notaires, les particuliers qui occupent le reste. Ça, c'est plus ou moins la répartition du marché. D'accord, très bien. Et alors, l'autre aspect qui est vraiment aussi un point sur lequel qui nous intéresse, c'est quel est le processus de réalisation d'une vente immobilière, quelle est la chaîne juridique entre le moment où le client visite le bien et la remise des clés, entre guillemets, c'est quoi les principales étapes et comment ça se déroule et justement en termes de régulation de ce process, quel est le rôle de l'IPI par rapport à ça? Est-ce que vous êtes amené à intervenir en relation avec les notaires, par exemple, dans le processus? Alors, la relation avec les notaires, oui, elle se passe au niveau de l'Institut, mais aussi au niveau des fédérations. Par exemple, dernièrement, on a mis en place un compromis de vente, un modèle langage clair, parce qu'on était tous face à une réalité, c'est que nos compromis sont de plus en plus compliqués et complètement illisibles pour le commun des mortels qui se trouve face à un compromis. Et donc, on a fait un exercice tout à fait intéressant avec les notaires, c'est de sortir un compromis langage clair, c'est-à-dire de sortir un document qui était compréhensible, en tout cas au maximum par le particulier, tout en gardant la substance juridique. Donc ça, c'est un exercice qu'on a fait et qu'on a sorti l'année passée. Et, voilà, Mais pour le reste, au niveau du processus de vente, dire, à mon avis, ça ne doit pas être très loin du vote, mais on a d'abord évidemment l'obtention du contrat et avec toute la réglementation sur les contrats. Quand on rentre un mandat de vente, il y a toute la préparation de dossier avec les certificats, les contrôles, etc. pour constituer le dossier, les informations urbanistiques obligatoires,
Attends, si tu veux bien, je veux bien qu'on s'arrête un petit peu là-dessus. Qu'est-ce que tu entends par justement la constitution du dossier? Est-ce qu'il y a une trame commune à tous les agents immobiliers? Est-ce que ça fait partie des éléments qui sont repris dans le code de déontologie? Peut-être que tu peux nous dire un peu plus, ou est-ce que c'est juste des grands principes? Alors, c'est-à-dire que quelque part, ce sont des obligations de l'agent immobilier. En matière d'information, il est obligé d'informer correctement son client in fine. Le consommateur doit être informé lorsqu'il effectue un achat d'un bien. Et donc, par cette obligation, l'agent immobilier est obligé de constituer un dossier et de récolter toute une série d'informations pour pouvoir informer correctement son client. Avec des informations obligatoires. Je crois que chez vous, vous êtes encore bien plus loin que nous en matière d'obligations, de contrôle et autres. Mais je pense au certificat énergétique que vous avez de performance énergétique des bâtiments, qui est par exemple obligatoire dès l'ouverture d'un mandat, dès la première publicité. Donc on ne peut pas faire de publicité sans avoir ce certificat. Donc, ça, c'est quelque chose qui est contrôlé. Par exemple, vous faites une annonce immobilière et vous n'avez pas mis des mentions obligatoires en matière énergétique, eh bien, vous pouvez être sanctionné de ne pas avoir publié cette information. Même chose en matière d'installation électrique, de cuve à mazout, j'en passe. Quoi. Et donc, dans le cadre, je dirais, de la mission de régulation de l'IPI, c'est l'IPI qui peut être amené à sanctionner un agent immobilier parce qu'il n'aura pas respecté ce devoir d'information au client? Oui, ça peut être, ou ça peut être le ministère qui est en charge, ici je parle de l'énergie, le ministère de l'énergie fait aussi des contrôles, il peut sanctionner, ça peut être le ministère qui porte plainte à l'Institut en disant, voilà, l'agent immobilier était sanctionné, on a constaté qu'il n'a pas fait le nécessaire. Donc, voilà, ça c'est… Et alors, pour revenir ensuite à l'étape suivante, donc mandat de vente avec constitution de dossier, information des parties. Est-ce que vous utilisez le principe de l'offre d'achat préalable au compromis ou on passe directement au compromis? Qui rédige le compromis? Alors, je pense que 90-95% des agents immobiliers utilisent une offre d'achat préalable au compromis. Ça, c'est la pratique courante. La rédaction du compromis, là, ça varie fort d'une région à l'autre. Je vais prendre Bruxelles, c'est 95%, ce sont les notaires qui font les compromis, alors qu'en province, là, ça varie très fort d'une province à l'autre, où c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt les agents immobiliers qui sont à la rédaction et qui soumettent le projet au notaire avant de signer le compromis. Donc là, il y a des pratiques assez variables. D'accord. Okay. Et entre l'entrée d'un mandat et la réalisation d'une vente, c'est qu'au plus ou moins 3-4 mois, ça dépend un petit peu du marché et du confinement. Et entre un compromis et l'acte, nous, on a un délai fiscal qui est de 4 mois, mais en moyenne, on est entre 2 et 3 mois entre le compromis et l'acte authentique. Et les relations entre les notaires et les agents immobiliers sont bonnes ou c'est tendu ou il y a des conflits? Comment ça se passe? Ouais, je pense que là aussi, il y a à boire et à manger. Il y a ce qui se passe sur le terrain et c'est variable par province. Maintenant, entre l'IPI et la Fédération royale des notaires, comme les fédérations professionnelles et la Fédération royale, les relations sont plutôt bonnes. On a plutôt apaisé le climat qui était tendu à un moment donné. Mais bon, c'est sûr qu'on reste des professions concurrentes sur certains aspects, et donc ce n'est pas toujours simple. Est-ce que tu penses que l'existence de l'IPI a été un facteur d'apaisement de ces relations avec le notaire, ou au contraire, ça a été plutôt perçu par les notaires comme une démarche corporatiste des agents immobiliers? Comment est-ce que tu l'analyses? Non, c'est plutôt vraiment bien perçu parce que
finalement, les notaires sont quelque part rassurés d'avoir des interlocuteurs plus professionnels et encadrés. Donc là, de manière générale, c'est vraiment bien perçu. J'étais personnellement invité à parler de déontologie justement au dernier congrès des notaires à Anvers. Il y a vraiment un échange très constructif entre nos métiers. On a, pour la petite histoire, il y a 15 jours, fait une note commune à notre gouvernement, les deux professions réunies, pour proposer une sortie de confinement avec des mesures et des principes de sécurité proposés par le secteur. Donc, il y a vraiment, je pense, une bonne synergie. Ce n'est pas pour ça qu'on est d'accord sur tout, mais il y a vraiment une bonne collaboration entre les professions. Très bien. Tu as parlé tout à l'heure, tu as évoqué des difficultés qu'il y a avec l'Europe. Vous en êtes où par rapport à ça? Comment est-ce que tu vois un peu l'avenir des professions d'agents immobiliers au niveau européen? C'est quoi la tendance? C'est quoi les relations que vous avez avec les autres pays? Alors, les relations avec l'Europe, ça a toujours été compliqué. Il faut bien se rendre compte qu'il y a un grand principe qui organise l'Europe, c'est la libre concurrence. Et donc, trop de régulation aux yeux de l'Europe, c'est contraire à la libre concurrence. Donc, l'Institut est continuellement sur la sellette et on doit continuellement se justifier de notre existence, alors que nous défendons un autre principe qui pour nous est essentiel et peut-être sans doute plus essentiel, c'est la protection du consommateur. L'organisation de l'Institut, il est avant toute chose là pour protéger le consommateur. Et on estime que l'Institut joue ce rôle et est fondamental parce que non seulement il protège le consommateur directement parce qu'il peut directement encadrer ou poursuivre des agents immobiliers qui ne respectent pas la réglementation, mais plus loin que ça, le fait de former ou d'aider à professionnaliser le métier, ça accompagne aussi la protection du consommateur. Donc, mais je vous dis, chaque année, début de cette année, on était encore à réaliser tout un rapport pour justifier les tenants et aboutissants, pour expliquer aussi, parce qu'on a en fait un secteur qui est très compliqué, et ça c'est peut-être le gros défi de notre secteur, c'est que dans nos différents pays, on n'a pas un modèle d'agent immobilier commun. On n'a pas un gestionnaire de biens communs, etc. Et donc, on ne parle pas toujours de la même chose aussi. Et ça, c'est une grosse difficulté, parce qu'on ne vient pas, du coup, en un seul bloc avec des revendications identiques. Et notre souhait le plus cher, c'est que des pays, quelque part, suivent cette idée d'autorégulation, parce que c'est bénéfique pour tout le monde. Et donc, nous faisons partie, depuis déjà pas mal d'années, d'un organe qui s'appelle le CEPI, qui est un organe de défense des agents immobiliers au niveau européen. Pardon. Et nous essayons à ce niveau-là de sensibiliser les autres pays sur notre façon de fonctionner. Alors, nul n'est parfait, hein. Je pense qu'on peut encore évoluer, on peut encore apprendre, mais on voit quand même à gauche et à droite des tendances qui vont dans ce sens-là, que ce soit en Allemagne, en Autriche, même au Portugal, en Irlande, des pays qui vraiment commencent à être sensibilisés à notre façon de fonctionner. Et je pense que c'est en étant plusieurs à suivre le mouvement qu'on va sans doute faire bouger les choses aussi au niveau de la vision de notre métier au niveau européen. Parfait. Écoute Nicolas, merci mille fois pour tout cela. Je vais bien entendu laisser chacun s'exprimer s'ils veulent s'exprimer et poser des questions complémentaires. Qui veut ajouter quelque Moi, j'avais chose? J'ai pas bien compris un point sur la régulation, de savoir si les sanctions de façon générale, elles étaient
uniquement sur l'agent immobilier ou elles étaient à la fois sur l'agent immobilier et le courtier? Mais, oui, peut-être qu'au niveau de la terminologie, pour nous, un agent immobilier, c'est une personne physique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, un agent immobilier… Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Donc, on n'a pas de mandataires commerciaux comme chez vous. C'est soit il est agent immobilier, soit il est employé d'un agent immobilier sous la responsabilité d'un agent immobilier. D'accord. Alors, celui qui est employé, donc il est salarié, est-ce que la sanction, elle est sur l'agent immobilier ou est-ce qu'elle est sur l'employé de l'agent immobilier ou les deux? Comment ça se passe? Admettons que elle retombe sur le responsable et comme l'IPI s'adresse aux agents immobiliers, c'est l'agent immobilier responsable qui sera sanctionné. Donc, je vais plus loin. Admettons qu'il y ait un salarié de l'agence qui fasse une faute ou qui ait une attitude déontologique qui soit répréhensible. Vous allez donc sanctionner uniquement l'agent immobilier, donc le titulaire, l'adhérent de l'IPI, enfin, je ne sais pas comment vous l'appellerez, qui lui risque d'être exclu, donc de perdre son droit à exercer. Par contre, son employé, lui, peut aller travailler dans une autre structure sans aucun problème. Oui, parce que, de nouveau, notre membre, c'est l'agent immobilier. Donc, c'est lui que l'on va sanctionner. Au niveau déontologique, s'entend, puisque l'IPI se limite à l'aspect déontologique. Oui, mais si vous le sanctionnez, je vous coupe, excusez-moi. Si vous le sanctionnez avec une interdiction d'exercer, ça signifie qu'il va donc être obligé de fermer sa structure et d'arrêter son activité. Là, ça dépend vraiment de l'organisation de la structure, parce que vous pouvez avoir plusieurs agents immobiliers dans une structure. Donc, vous pouvez avoir un agent immobilier qui est sanctionné, et ce n'est pas pour autant que la structure disparaît. Les autres agents immobiliers… Chacun peut avoir sa carte. C'est un petit peu différent, Gilles. C'est que l'agent immobilier, c'est nos négociateurs. C'est ça. Et les salariés, c'est des salariés, mais qui ne font pas le métier d'agent immobilier. Voilà. Par contre, ça sous-entend, en termes de droit du travail, si l'agent immobilier, donc qui est pour nous un collaborateur de l'agence, est exclu, mais qu'il est salarié du dirigeant de l'agence, qu'est-ce que prévoit le droit du travail? Il est licenciable ou… Ben non, puisqu'ils sont indépendants. Tout à l'heure, Ils sont indépendants, ils ne sont pas salariés. Ah oui, c'est vrai, pardon. Ouais. Alors par contre, oui, pardon, excusez-moi. Donc ça sous-entend autre chose. Par contre, ce qui me vient, c'est qu'il peut y avoir dans ces cas-là un lien de subordination. Ah ben toujours. Enfin, si on a affaire à un agent immobilier et son employé, forcément. Mais si on a deux indépendants qui travaillent sous la même structure, il ne peut pas y avoir de lien de subordination, et surtout les deux indépendants. Donc, mais est-ce que le contrat de louage de service de cet agent, donc, qui est indépendant et qui est exclu, cette exclusion peut-elle être un motif pour rompre le contrat de louage de service? Ah, ça peut l'être tout à fait, oui. D'accord, oui, voilà. Ça peut être prévu dans le contrat de louage de service. Est-ce qu'un salarié d'un agent immobilier peut exercer des actes de courtage? Tout à fait. Il peut faire exactement les mêmes actes que l'agent immobilier, sous la responsabilité de l'agent immobilier. Et en fait, c'est comme un entrepreneur avec des employés, et finalement, c'est la même responsabilité. Si l'employé fait une faute, c'est l'entrepreneur et l'entreprise qui peut être sanctionné, quoi. Voilà, exactement. Et est-ce qu'il y a une qualification minimum demandée dans le cas où c'est un salarié qui exerce la négociation? Est-ce qu'il est aussi soumis aux mêmes formations d'entrée de la profession que l'agent immobilier? Et je vous dirais malheureusement non. C'est sans doute une des faiblesses de notre système, c'est qu'on a des employés qui n'ont parfois aucune formation et qui sont formés sur le terrain par les agents immobiliers. Ah, donc ce sont les équivalents de nos négociateurs. Oui, mais employés. On peut faire de la transaction sans disposer du titre d'agent si on a un contrat avec un agent. Si on est employé. D'accord. À la différence de chez nous où on peut être effectivement indépendant. Mais par contre, oui, ok. Un indépendant qui fait de l'immobilier pour compte de tiers, c'est un faux agent immobilier.
Et donc, il doit avoir la qualification par l'IPI, s'il veut exercer. Voilà. On a par exemple toute la problématique des apporteurs d'affaires, qui sont en général des indépendants, qui apportent des dossiers à des agents immobiliers. Ce sont des faux agents immobiliers et ça peut être très grave pour un agent immobilier qui travaille avec des apporteurs d'affaires, puisqu'il peut être sanctionné pour travailler avec un illégal. Et on a de nombreux cas, malheureusement, chaque année. Cela veut donc dire, si j'ai bien compris, que chez nous en France, tous nos agents commerciaux ou tous les agents mandataires indépendants ne pourraient pas exercer aujourd'hui comme ils le font. Non, il faudrait qu'ils aient pour cela la qualification d'agent immobilier avec le diplôme qui va avec. Ou salariés. Sont des indépendants. S'ils sont des indépendants, en effet, et ils ne pourraient pas travailler comme agent immobilier en Belgique. Ça veut dire que les réseaux comme IAD, Optimum, etc. n'existent pas chez vous? Non. Je ne les connais pas, donc je ne vais pas m'exprimer. C'est des réseaux, si tu veux, on en est évoqué l'autre jour, c'est des réseaux, c'est des agences, si tu veux, où il y a un seul agent immobilier et qui a sous sa responsabilité d'agent immobilier X dizaines ou centaines d'agents indépendants, mais qui n'ont pas le titre d'agent immobilier. Ah, ça, oui. c'est une spécificité bien française. Oui, ça serait complètement impossible chez nous. On a même eu, et on est un dossier contre les promoteurs immobiliers qui travaillent avec des commerciaux indépendants. Celui qui gère son propre patrimoine ne doit pas être agent immobilier. Par contre, dès lors qu'il fait appel à des tiers pour réaliser des opérations immobilières, et ces tiers sont indépendants, ils doivent être agents immobiliers. Et nous avons eu ce problème avec les promoteurs. Certains promoteurs qui travaillent avec des employés, pas de souci, ils travaillent avec leur personnel. Dès lors qu'ils passent par des commerciaux indépendants non agréés, eh bien, ça pose problème. Et nous avons remporté un procès contre les promoteurs qui se sont vus interdire de faire du courtage immobilier avec des indépendants commerciaux. Et, question Nicolas, Keller-Williams en Belgique, alors Keller-Williams, ce sont des salariés pour le coup qui viennent rejoindre Keller-Williams en Belgique. Oui. Je sais pas. C'est ça? C'est parce que le modèle dans le monde, Keller-Williams, c'est 150 000 agents immobiliers qui sont tous des indépendants. Et en Belgique, ça veut dire qu'ils sont salariés. Ou titulaires de. Mais non, parce que là, en fait, Keller-Williams, alors peut-être que je me trompe, mais ils font appel à des agents immobiliers agréés. Okay. Donc, ils travaillent avec des réseaux d'indépendants. Keller-Williams, finalement, apporte de la formation, apporte un cadre à ces agents immobiliers pour exercer le métier sur le terrain. Et ils ont tous le diplôme. Et ils sont tous agréés pour, dans la structure Keller-Williams. D'accord. Et l'obligation de formation, on a parlé de 10 heures par métier dessus, elle est valable que pour ceux titulaires de la carte ou aussi pour les salariés de cette carte? Alors, c'est uniquement de nouveau pour le titulaire puisque c'est lui qui est agréé et donc c'est lui qui doit se former. Maintenant, c'est vrai qu'on a aussi des possibilités de former le personnel. Il y a des aides pour ça, mais c'est totalement indépendant de l'IPI puisque l'IPI, lui, contrôle de nouveau les agents immobiliers titulaires et personne d'autre. Donc, les employés, nous ne les gérerons pas directement. OK. Il y a une question effectivement sur l'adhésion à l'IPI pour un agent immobilier, les coûts de formation, on est dans quel ordre de grandeur? Alors, la cotisation 2020, on est à 825 €. Dans ces 825 €, il ne faut pas oublier qu'il y a plus ou moins 350 € d'assurance collective. Et on a une petite partie aussi pour la cellule de traitement des informations financières qui est chargée de contrôler la loi anti-blanchiment d'argent en Belgique.
Donc, c'est l'Institut qui est chargé de reverser par agent immobilier un montant à la cellule anti-blanchiment. Et l'adhésion, elle est la même, quelle que soit la taille de la structure? Ou elle est par... Alors, c'est une cotisation par personne physique. D'accord. Par agent immobilier titulaire. En effet. Alors, par rapport au coût de la formation, alors là, nous avons décidé au niveau de l'Institut de consacrer une partie de notre budget à la formation gratuite des agents immobiliers. Donc, on a une partie de notre budget qui sert à ça, mais qui ne permet pas de couvrir les 10 heures de formation obligatoire par agent immobilier. Enfin, c'est déjà un montant significatif et un geste significatif. Pour le reste, il y a tout un tas de formations qui sont dispensées à gauche et à droite. Et là, les tarifs sont variables en fonction de la durée, de la qualité de la formation. Mais c'est l'IPI qui, encore une fois, l'agrément valide entre guillemets les programmes pédagogiques et qui dit quel organisme peut fournir des formations qui rentrent dans le quota obligatoire. C'est ça? Exactement. Donc on a une commission au sein de l'IPI qui est constituée de 2 agents immobiliers et de 2 personnes issues des hautes écoles et centres de formation immobilière qui valident les formations. Et ces validations sont en plus approuvées par le Conseil national. Le Conseil national de l'IPI pourrait encore décider que certaines formations pourraient être acceptées alors qu'elles avaient été refusées par la Commission ou vice-versa. Les agents immobiliers stagiaires pendant la période d'un an de stage sont rémunérés de quelle façon, de manière générale? Alors, oui, c'est important parce que c'est un élément sensible. Alors, il y a une obligation de rémunérer son stagiaire et il y a un minimum légal qui est fixé par la loi. En dehors de ça, il y a toute liberté à l'agent immobilier de fixer les conditions de rémunération avec son stagiaire. Mais le minimum légal est obligatoire. Donc après, on peut fonctionner avec le minimum légal plus commission sur les réalisations de dossiers ou autre, hein, forfait ou que c'est. Parfait. Bah, écoutez, je ne sais pas si quelqu'un a encore des questions. On va faire un tour d'horizon. J'ai une question sur la partie plus business et organisation de la profession. Je ne sais pas si Nicolas est à même de répondre à ça ou pas, mais c'en est où la réflexion par rapport à la mise en commun, notamment d'un fichier commun pour travailler de manière… Parce que j'ai entendu qu'il y avait un petit mouvement des agents immobiliers belges, notamment par rapport à la problématique d'ImoWeb, qui est devenue… alors, je vais situer ma question. Autant la profession a su bien s'organiser avec Tipeee, je trouve que c'est merveilleux. Autant partie business pure, l'organisation de mise en commun d'un fichier, par exemple, les médias type ImoWeb ont pris le pouvoir sur le métier d'agent immobilier en Belgique. Est-ce qu'il y a une réaction organisée prévue ou est-ce que pour l'instant, ça n'est pas statué? Mais autant je suis très fier de vous annoncer ce qu'on a mis en place au niveau régulation de notre métier en Belgique, autant je vous admire d'avoir réussi à mettre un MLS en place. Et ce serait mon souhait le plus cher. Parce que c'est vrai que je pense que nous, en Belgique, on est un peu à la traîne par rapport à cette organisation qui, pour moi, est inéluctable si on veut survivre demain. C'est de revoir complètement le paradigme de fonctionnement de notre marché. Alors je dis toujours, c'est bien, il faut être formé, il faut être des professionnels parce que ça, pour moi, c'est une des conditions premières pour survivre. Si on n'a aucun service à offrir, on est de toute façon déjà mort. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un élément qui est pour moi essentiel, c'est le contrôle des données. Et seul un système MLS est en mesure de fournir cet élément-là. Et ça, c'est tout un travail de longue haleine. C'est vrai qu'ici, la crise
un peu réveillé tout à coup certaines consciences, se rendre compte qu'on était sous le monopole d'un site immobilier. Ça ne date pas d'hier, malheureusement, et c'est toujours quand les choses vont mal que les esprits s'échauffent et se réveillent. J'espère que ça va servir d'électrochoc pour aller plus loin, parce que si ce n'est qu'essayer d'avoir un portail immobilier, moi je pense que c'est un faux débat. Créer de la concurrence entre portails, oui, ça c'est essentiel, mais le vrai débat c'est le changement de paradigme avec le contrôle des données. Et justement, sur cette partie-là, je suis un peu spectateur, mais étonné que les agents immobiliers et la profession réussissent à s'organiser avec l'IPI pour avoir une voix unique à la fois de représentation vis-à-vis du public, de représentation vis-à-vis de la profession, des régulations et tout. Et quelle devrait être la voie unique là, des agents immobiliers pour l'organisation justement des données? C'est les fédérations, c'est l'IPI, c'est un autre groupement. Qu'est-ce que c'est qui doit être détonateur, catalyseur? Pour moi, ça ne peut pas être l'IPI. De nouveau, comme je le disais, l'IPI est un organe de régulation, mais n'est pas un organe de création de produits commerciaux. Voilà, je crois que là, on a des limites et je crains que de toute façon, au niveau de notre ministre de tutelle, ça ne passe pas, qu'on puisse développer un tel projet. Par contre, alors ça, c'est une autre facette, on est constamment en contact avec différents ministères, dont le ministère des Finances, qui, chez nous, souhaite avoir davantage d'informations sur notre parc immobilier et donc voudrait faire jouer un rôle aux agents immobiliers de transmission d'informations. Et on leur dit en contrepartie, OK, mais en contrepartie, vous nous donnez accès à la base de données des ventes et des locations. Et donc ça, c'est quelque chose que l'IPI pourrait négocier, est en train de négocier d'ailleurs, comme on a négocié l'accès au cadastre par l'IPI, donc les informations cadastrales, on a réussi à obtenir cet accès au cadastre pour les agents immobiliers par l'IPI, mais c'est toutes des données officielles, des données pour pouvoir travailler et fonctionner. L'enregistrement des baux, la même chose. On a un accès Internet pour l'enregistrement des baux. Maintenant, tout se fait digitalement par fax ou papier. Je ne sais pas si le fax existe encore. Mais moi, je pense que c'est plus par des fédérations qu'un MLS peut se créer. Pourquoi? Pour un seul aspect, et je ne sais pas si vous allez me contredire, moi je ne suis pas suffisamment dedans, même si Jean-Marc tu le sais et Jean-Laurent tu le sais, que c'est un sujet qui me passionne depuis déjà quelques années. Je pense que la régulation du système est le cœur du problème. En dehors de changer le paradigme et de changer les mentalités, qui n'est pas une mince affaire, je pense que avoir un système de régulation le plus objectif possible est essentiel si on veut que ça tourne. Et ça, je pense que seule une fédération digne de ce nom peut être derrière, mais peut-être que je me trompe. Disons que, je te donne mon avis, côté MLS, nous, on a bien pris conscience très rapidement que la partie régulation est une composante essentielle de la collaboration. Donc, il me semblerait assez logique que par extension de ces missions de régulation, l'IPI puisse aussi s'approprier cette régulation de la collaboration. Après, la mise en œuvre sur le terrain, le déploiement, ça c'est un autre aspect des choses, mais il me semble que ça me semble compliqué de dire on a un organe de régulation pour l'accès à la profession, l'accès au métier, la déontologie, etc. et qu'on en ait un autre à côté pour la régulation de la collaboration. Donc là, il me semble malgré tout qu'il devrait y avoir au minimum sur cet aspect-là un rôle de... Là, je ne t'entends plus très bien, mais peut-être, hein, peut-être que tu as raison. Et aujourd'hui, on est en pleine réflexion. Donc peut-être qu'il y a en effet une part qui pourrait être prise en charge par l'Institut. Mais voilà, je ne peux pas te répondre pour l'instant.
c'est à l'étude. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions? Il y avait Moïse, je crois, qui voulait dire quelque chose, non? Non, moi je voulais savoir, tout à l'heure vous disiez qu'il y avait, je ne sais plus, je crois que c'est 1200 plaintes par an et 70% qui étaient évacuées parce qu'elles ne concernaient pas la déontologie. Mais elles concernent quoi alors? C'est quoi Parce que 70% qui ne sont pas traités, c'est énorme. Oui, mais je vais vous donner des simples exemples. Vous avez un copropriétaire qui sort d'une assemblée générale qui n'est pas content et qui va envoyer une plainte à l'IPI parce que l'assemblée générale a décidé, a pris une décision contraire à ce que le copropriétaire aurait voulu. Vous comprenez bien que ce genre de plainte qui est vite classée sans suite, on peut avoir des plaintes de tous ordres, d'ordre civil, d'ordre pénal ou d'ordre commercial. Là, ce n'est pas l'Institut qui peut être en charge. Alors peut-être qu'il peut y avoir certains aspects déontologiques, je ne dis pas, mais il y a parfois bien d'autres aspects et l'Institut n'est juste pas compétent pour gérer cette matière-là. Si j'ai bien compris, il y a moins de documents obligatoires lors d'une vente que chez nous, en tout cas à la prise du mandat. Est-ce qu'à la signature, il y a cette même protection de l'acquéreur et du vendeur? Signature du mandat, vous voulez dire? Non, justement, est-ce qu'à l'acte authentique, parce que tout à l'heure vous avez mis qu'effectivement on était en avance plutôt sur une espèce de protection et d'obligation de documents à fournir, de contrôle, donc qui garantissent la sécurité du vendeur ou de l'acquéreur. Est-ce qu'au moment de l'acte authentique, il y a les mêmes obligations? Mais je dirais l'acte authentique, il est là pour confirmer, acter un accord qui était survenu lors du compromis de vente avec déjà transmission de toutes les informations obligatoires et d'un dossier complet. Donc oui, quelque part, mais j'ai envie de dire que c'est les mêmes obligations qui étaient déjà nées au compromis de vente. Je pense que là-dessus, en fait, il y a une certaine similitude entre le mode de fonctionnement français et belge. C'est peut-être au niveau de la quantité de documents où je pense que les Belges, ils n'ont pas eu du flot qui est passé par là. Et je pense que tout ce qui est, par exemple, copropriété historique, des règlements de copropriété sur les 50 dernières années, je ne suis pas certain quand… Non, mais c'est pour ça que je voulais revenir là, parce qu'effectivement, les 70% de plaintes, si elles sont notamment de l'ordre d'un préjudice commercial, elles peuvent naître de l'absence d'une certaine obligation en amont qui favorise forcément le litige derrière, quoi. Donc, c'est peut-être pas juste une hausse de plaintes. Je ne pense pas que la qualité d'information, bon, je n'ai pas eu tous les éléments en main, mais je ne pense pas que la qualité d'information qui est fournie aux clients acquéreurs en Belgique soit qualitativement beaucoup moins importante que celle qui est fournie en France. En France, on a une surenchère quantitative. Oui. Un truc qui ne sert strictement à rien. Ça, on est d'accord, mais l'Assemblée générale, etc., servent et finalement, ça diminue le nombre de litiges aussi, c'est ça que je veux dire. Mais ça, je pense que le fourniture du dernier PV de l'Assemblée générale, c'est pareil chez vous, vous avez l'obligation de le fournir. On a ces obligations en matière de copropriété, fournir les 3 PV d'AG, fournir un bilan complet de la copropriété, fournir des comptes de charges, signaler s'il y a sinistre dans la copropriété. Donc, on a quand même les avenants. Toute une information à fournir. Ce qui me paraît paradoxal, c'est que l'accès à la profession est plus régulé que chez nous, plus compliqué. Et pour autant, vous n'avez que, alors je suis désolée de vous dire ça, ne le prenez pas mal, mais vous n'avez que 50 à 50% des parts de marché, alors qu'on pourrait supposer que le fait d'être obligé d'avoir un diplôme pour exercer ce métier, c'est l'assurance pour un consommateur d'avoir un meilleur service. Oui, mais je pense qu'on vit tous aussi la pression du marché et l'évolution des technologies qui font que de plus en plus de particuliers se débrouillent sans professionnels. Ça, vous avez, je pense, aussi cette pression-là. Et on a aussi la pression par les notaires. Chez nous, on a une nouveauté qui a été lancée il y a 1 an et demi par les notaires. C'est par exemple les nouvelles ventes publiques électroniques. Et de plus en plus de particuliers passent par des ventes publiques électroniques, par exemple. Ça se passe comment? Voilà. Pardon? Vous nous dire un peu plus, ces ventes publiques électroniques, c'est des ventes aux enchères? Avec enchères, oui, tout à fait.
Donc, ça s'appelle BIDIT, si vous voulez aller voir. BIDDIT. On a la même chose en France. Ça a peut-être moins pris que chez vous, mais les notaires, ils font appel de plus en plus et ils font de la publicité autour de ça de plus en plus depuis, on va dire, 6 mois, 1 an. Et le taux de satisfaction du client particulier chez vous? Alors, le taux de satisfaction, je ne connais pas le pourcentage exact, mais il est heureusement en croissance au fil du temps. Il s'améliore. Donc, à ce niveau-là, je n'ai pas de chiffre exact à vous fournir. Vous ne faites pas? Ok. Ok. Bon, bah, écoutez, si personne a fait plus d'1 heure et demie qu'on est déjà ensemble, je pense qu'on a eu énormément d'informations de la part de Nicolas. Et moi, je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant de voir comment les choses fonctionnent autrement. À titre personnel, je pense qu'il y a énormément de choses qui font défaut en France et qui ont été mises en place au travers de l'IPI en Belgique. Il y a aussi d'autres choses qui existent en France et qui existent en Belgique. Et c'est là où c'est intéressant. Et moi, je trouve véritablement qu'effectivement, il faut qu'on trouve des moyens de convergence au niveau européen, parce que c'est de l'expérience réussie des uns et des autres et des échecs des uns et des autres qu'on pourra grandir tous ensemble, évoluer tous ensemble et faire en sorte que notre métier soit encore plus reconnu par nos clients et que le service rendu à nos clients soit toujours de meilleure qualité. Donc, je pense qu'on a de quoi débriefer tous ensemble. Si vous êtes d'accord, on va remercier Nicolas et puis on prévoira peut-être de faire un petit débrief entre nous pour, après avoir digérer toute cette masse d'informations et voir de quelle manière nous, à notre niveau, que ce soit au sein du MLS, bien évidemment, mais aussi peut-être dans les interactions qu'on peut avoir les uns et les autres avec nos organisations professionnelles et les représentatives, on peut tirer des enseignements de cette expérience que tu nous as fait partager, Nicolas. Merci à vous tous, en tout cas, pour votre Merci, Nicolas. Merci beaucoup. Voilà, je reste à votre disposition. Si vous voulez des documents ou autres, hein, Jean-Laurent, tu me... Oui, volontiers. Je reviendrai vers toi peut-être effectivement pour que tu nous fournisses un certain nombre d'éléments. Et donc là, je vous rappelle qu'on va mettre en ligne sur le groupe l'agent immobilier responsable l'enregistrement de la vidéo. Et bien entendu, j'invite chacun à la partager avec qui il voudra, de telle façon à ce que l'on puisse, là encore une fois, partager cette information, ces expériences avec le plus grand nombre. Merci à tous et à très vite. Merci. 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 Bonne soirée. Au revoir.